Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la rédaction de l'ADN. Nous sommes ravis de vous retrouver après une petite interruption de quelques semaines pour une émission qui sera consacrée aujourd'hui aux réseaux sociaux et à leur politique de modération. Je vous rappelle les règles qui sont relativement acquises maintenant. À la droite, vous avez un chat sur lequel nous pouvons interagir avec vous tout au long de l'émission et bien sûr, vous pouvez aussi interagir entre vous. Et vous avez une rubrique questions. Dans la rubrique questions à droite, vous pouvez nous poser des questions. On y reviendra à partir de 12h20. Alors, notre sujet aujourd'hui, la politique de modération sur les réseaux sociaux. En 2021, c'est une question qui se pose de façon ardente et surtout de manière très, très différente. En effet, pendant longtemps, les réseaux sociaux se sont présentés comme les ardents défenseurs de la liberté d'expression. Les employés de Twitter se présentaient comme l'aile du parti de la liberté d'expression. En fin 2019, encore, Mark Zuckerberg prononçait un discours où il défendait l'allégeance de Facebook au principe du premier amendement de la Constitution des États-Unis. Mais en 2021, l'année s'est ouverte sur un choc qui a fait basculer tous les grands réseaux sociaux dans une attitude radicalement différente. On se souvient, le 6 janvier, le Capitole est pris par un certain nombre de militants pro-Trump. Et dans la foulée, c'est Facebook d'abord et Instagram dans la foulée, évidemment, qui annoncent le blocage des comptes de Donald Trump pour une durée indéterminée. Et en quelques heures, c'est tous les autres grands réseaux qui emboîtaient le pas. Twitter d'abord, Reddit ensuite, Discord, Twitch, YouTube, Snapchat, tous coupent les comptes de Donald Trump. 6 mois après, c'est le tout nouveau conseil de surveillance de Facebook qui a fini par prendre sa décision et a confirmé l'interdiction de Donald Trump sur les réseaux de Facebook, du groupe Facebook. Alors évidemment, c'est une sentence qui sera à nouveau discutée dans quelques mois. Et on ne sait pas si Facebook redonnera la parole à l'ex-président des États-Unis. Alors, ce qui est certain, en revanche, c'est que depuis 2021, c'est tous les grands réseaux sociaux qui ont donc radicalement changé leur position par rapport à la modération, à la question de la modération sur leur réseau. Et évidemment, c'est un changement de posture qui ne résout pas tout, puisque la grande question aujourd'hui, c'est de savoir comment peut-on modérer la parole de ces milliards d'internautes sur les réseaux sociaux, et est-ce que c'est seulement possible ? Alors, c'est une question à laquelle nous allons tenter de répondre avec aujourd'hui une équipe réduite avec David Julien Ramil, qui est responsable de la rubrique Média chez nous. Bonjour David. Bonjour. Et Marine Proté, qui, elle, est responsable de la rubrique Tech à l'ADN. Bonjour. Merci à tous les deux d'assurer ce retour de l'émission Tendance. Et on va commencer par toi, David, peut-être à faire un petit flashback pour revoir à quel point c'est un changement de posture assez fou quand les réseaux sociaux décident de s'attaquer à la modération et à s'affirmer comme étant effectivement responsables des contenus qui passent chez eux. Est-ce que tu peux nous raconter une brève histoire de la modération, un sujet que tu as déjà traité pour la revue de l'ADN il y a quelques mois? Ça, alors, on va faire l'histoire en tout réduit, peut-être un peu par décennie, parce que c'est vrai que depuis, on va dire, le milieu des années 90, les internautes en premier, mais aussi les États, se sont toujours demandé comment est-ce que la liberté d'expression sur Internet pouvait être régulée. Donc, on parle d'abord des années 90, qui est une période assez lointaine où on avait seulement que 16 millions de personnes qui étaient connectées. On rappelle aujourd'hui que c'est quelque chose comme 4,75 milliards d'internautes. Donc, vraiment une petite communauté d'universitaires, de geeks, d'informaticiens. Et déjà, à cette époque, on avait déjà cette volonté des internautes eux-mêmes de se saisir de ces enjeux et de s'autoréguler. Donc en 95, on a une informaticienne qui travaille chez Intel qui s'appelle Sally Ambridge et qui va proposer un truc que les vieux de la vieille connaîtront peut-être qui s'appelle la netiquette. Donc la netiquette, c'était une sorte de corpus de règles, de conversation et de politesse que l'on pouvait avoir sur les réseaux, donc, qui est un peu ringarde aujourd'hui, hein, totalement passé de trucs, mais qui à l'époque faisait sens. Et il y a certaines, moi je me suis replongé dedans, il y a certaines phrases qu'on pourrait tout à fait réutiliser encore aujourd'hui. Il y en a une qui vraiment, je trouve, est importante, qui dit « Ce que vous ne feriez pas lors d'une conversation réelle face à votre correspondant, ne le faites pas sur une conversation sur Internet. Et ne prenez pas l'Internet comme un bouclier pour le faire. » Voilà. Donc, c'est
un conseil, je pense qu'on devrait rappeler à pas mal de monde. Oui, elle insistait beaucoup sur le fait qu'il fallait pas être le connard qu'on n'avait pas envie d'affronter dans la vraie vie, quoi. C'est ça, exactement. Voilà, il y avait déjà cette idée que quand on est sur Internet, on pouvait évidemment se cacher derrière un pseudo, mais il y avait aussi un côté désinhibant qui laissait forcément paraître les pires comportements, et c'est quelque chose qu'on a encore aujourd'hui. On a aussi en 96, donc toujours dans cette même période, deux événements qui sont assez importants. On a John Perry Barlow, donc qui est l'un des fondateurs de l'Electronic Frontier Foundation, qui va publier la déclaration d'indépendance du cyberspace. Alors c'est quelque chose d'un peu grandiloquent, mais concrètement, il affirme au moment où les États commencent à se dire dis donc c'est quoi cet Internet, on devrait peut-être un petit peu commencer à réguler. Lui, il affirme que l'Internet se régule de lui-même grâce à ces codes sociaux empreints de l'éthique et de la réciprocité. Bon, c'est très, très beau, etc., mais on sait que c'est un peu utopique. À l'opposé, on a le Congrès américain qui va tenter la même année de réguler les contenus pornographiques sur le web. Mais c'est un projet de loi qui va se casser la figure et qui va se solder cependant par le vote d'un article très important qui va vraiment définir toutes les années à venir. C'est l'article 230. Alors cet article 230, il stipule qu'aucun fournisseur de services interactifs ne sera considéré comme éditeur d'informations fournies par un fournisseur de contenu. Concrètement, ça veut dire que les futurs réseaux sociaux, mais les forums déjà à l'époque, pouvaient se dédouaner de toute responsabilité concernant les contenus postés sur leur plateforme. Donc ça va vraiment fixer cette idéologie-là pendant vraiment les 20-30 années à venir, c'est-à-dire que pendant longtemps, on va considérer que les réseaux vont se considérer comme des tuyaux un peu neutres qui ne sont absolument pas responsables de ce que les internautes font dessus. En 99, d'ailleurs, c'est une idéologie qui va s'étendre pas seulement qu'aux États-Unis, mais en Europe. En 99, on a les procès de WorldNet et FranceNet, donc deux hébergeurs qui sont passés devant les tribunaux pour avoir hébergé des sites contenant des images pédopornographiques, et ils vont être reconnus non coupables et donc forcément non responsables de cette chose-là. Au début des années 2000, on rentre dans une nouvelle ère. On a de plus en plus de gens qui arrivent sur les réseaux et on a une forme de structuration qui va se créer autour de la conception de la liberté d'expression. On a deux idéologies distinctes qui vont vraiment se distinguer. La première, c'est une forme de liberté d'expression totale, sans aucune retenue. C'est quelque chose qu'on retrouve notamment en 2003 sur le forum 4chan, donc qui est né à ce moment-là. On connaît ce forum parce que ça a été le creuset de la culture web, mais ça a aussi été le creuset de la alt-right, qui est l'extrême droite numérique, la fachosphère américaine. Et on a l'année suivante, la naissance de Facebook en 2004. Donc là, les internautes sont invités à s'inscrire sous leur vrai nom, on abandonne les pseudos et surtout, on n'a pas d'images érotiques ou pornographiques qui peuvent être diffusées. Donc on sent qu'on a vraiment une espèce de division comme ça entre deux visions de la liberté d'expression qui se mettent en place. Dans les années 2010, là, on commence à rentrer dans les choses sérieuses. On a le printemps arabe en 2011 avec des mouvements de contestation qui sont qualifiés de révolution Facebook, de révolution Twitter, de révolution 2.0. Donc, qui montrent que les réseaux sociaux ne sont pas seulement un endroit où on peut dire et faire ce qu'on veut, mais aussi un endroit où il va y avoir des destins politiques, des grands mouvements sociaux qui vont arriver. Et en 2013, on a aussi l'affaire Snowden, Snowden qui dévoile donc la mise en place d'une surveillance de tous les échanges par la NSA sur les réseaux sociaux et les plateformes du type Google. Voilà. Et malgré ce scandale, la recrudescence du terrorisme islamique va renforcer les liens entre les États et les plateformes et conduira à la mise en place d'algorithmes qui vont notamment identifier les contenus terroristes, mais aussi jugés dangereux. Donc, les gens sont pour l'instant libres de dire un peu ce qu'ils veulent, mais ils sont quand même surveillés. 2018, on a l'affaire Cambridge Analytica qui va exploser. Là, c'est carrément comment est-ce que les utilisateurs de Facebook ont été ciblés par rapport à on va dire leurs idées politiques et comment ils ont été manipulés pour voter pour Trump. Et la décennie 2020, eh ben, elle commence avec la déplatformisation de Trump et la suppression de Parler, qui était le réseau d'extrême droite qui soutenait notamment les thèses conspirationnistes QAnon. Et donc là, je pense que on est arrivé à la fin du mythe de cette autorégulation des communautés web et aussi l'espèce de régulation que pouvaient mettre en place les plateformes. Elles ne sont plus ces espèces de grands tuyaux neutres qu'elles aimaient se présenter. Maintenant, on sait qu'elles sont là pour assurer le job, faire de la modération de masse. C'est assumé, mais on va voir que c'est pas encore totalement ça. Hein.
Oui, c'est en fait ce qui est intéressant de faire cette démarche historique, c'est voir effectivement que la cartographie est complètement récente et que le problème est relativement récent aussi, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'internautes, de plus en plus de canaux et que effectivement, ce problème de la régulation, à un moment, il va falloir qu'on essaye de le résoudre. Tu as fait une série d'interviews pour la revue de l'ADN qui traitait cette question de la modération, la revue 26. Tu avais interviewé 2 personnes, alors plutôt du côté de la fachosphère, on va dire, et une personne plutôt de l'extrême gauche qui te racontait comment elle vivait cette question de la déplatformisation, puisque sans être Donald Trump, elles ont elles-mêmes eu à subir cette régulation, cette modération sur les réseaux. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qu'ils t'avaient dit de leur quotidien sur ce sujet? Effectivement, en fait, c'est vrai que Donald Trump n'est pas le seul à avoir été, on va dire, déplatformé. Il y a beaucoup dans les sphères militantes, que ce soit d'extrême droite ou progressistes d'extrême gauche, des gens qui tous les jours, on va dire, voient leur compte supprimé, voient leurs posts ou leurs vidéos démonétisées ou supprimées aussi. Donc moi, j'ai rencontré 3 personnes. Il y a d'abord Elvire Duvel-Charles, qui est la créatrice du compte Instagram Clit Révolution, qui a quelque chose comme 119 000 abonnés sur Insta. J'ai aussi discuté avec le YouTuber RDZ, donc lui qui est situé vraiment à droite, bien à droite, et donc qui fait beaucoup de vidéos critiques envers les féministes, notamment sur YouTube. Et un autre YouTuber suisse, cette fois-ci, qui s'appelle Psychosauce, qui fait aussi beaucoup d'humour trash, beaucoup de vidéos très violentes envers les féministes ou tout ce qu'ils considèrent comme étant les SJW, les Social Justice Warriors. Et ce qui est intéressant... Pour situer, parce que c'est vrai que c'est des profils un peu spécifiques, ce qui était vachement intéressant, c'est qu'ils sont très engagés et donc ils ont des propos qui sont très vite soumis à la modération. C'est ça, voilà. Et puis en plus, ils aiment pas beaucoup les journalistes non plus. Enfin, moi, je sais qu'il y en a un la première chose qu'il m'a dit, c'est Shalom quand il a vu que je m'appelais David. Bon, ça fait que c'était un peu bizarre, mais bon. Ceci dit, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, donc leur contenu, alors peut-être plus du côté de l'extrême droite que de l'extrême gauche, sont souvent soumis, on va dire, enfin, sont souvent recadrés par les plateformes parce que ils dépassent certaines limites. Du côté de l'extrême droite, c'est effectivement plus souvent des propos violents, des attaques ad hominem, des insultes, voire des comportements d'appel au harcèlement. Du côté de la gauche, du côté progressiste, là où ça pose plus problème, c'est souvent sur tout ce qui est attrait à la sexualité, à l'expression des corps, au body positivisme. Les plateformes vont les traquer dès que ils vont voir un téton, quoi, concrètement. Et même quand c'est pas ça, ils estiment que, par exemple, quand ils vont traiter de sujets sur le handicap, sur les LGBT, etc., il y a souvent le soupçon d'être shadowbanné, c'est-à-dire en gros que les contenus sont publiés mais sont quasiment pas visibles, que les algorithmes les mettent en retrait. Donc on a vraiment deux visions comme ça, des formes de censure qu'ils peuvent avoir, mais ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'ils ont énormément de points communs sur la manière dont ils vivent ces bans ou ces suppressions, parce qu'en fait ils m'ont raconté un peu la même histoire. Eux, ils évoquent en gros une forme de guerre culturelle qui se passe sur les réseaux, qu'on a tous pu voir au bout d'un moment, qui agite, qui oppose le camp progressiste et le camp réactionnaire. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque camp utilise les outils de modération et notamment de signalement pour pouvoir exclure le camp adverse. Donc dès que, par exemple, une personne, on peut prendre l'exemple, par exemple, de Papacito qui a publié récemment une vidéo où il appelait au meurtre de personnes de gauche, il y a eu effectivement des signalements en masse sur les réseaux. Ça s'est organisé sur Twitter, ça s'est organisé sur des groupes WhatsApp, ça peut s'organiser sur des forums, et le fait que les plateformes aient reçu comme ça en masse tous ces signalements fait que sa vidéo a été supprimée en l'espace de 24 heures. Ça arrive aussi de l'autre côté, hein, c'est-à-dire que Elvire me racontait que son compte ainsi que le compte de plusieurs autres amis féministes avaient été totalement supprimés par Facebook. Il y avait une dizaine de comptes comme ça, d'un seul coup, au cours d'une opération qu'elles menaient tout ensemble. Et en fait, elles se sont rendues compte que cette suppression venait de signalements de masse organisés sur les forums de jeuxvideo.com. Ce qui veut dire qu'on a des formes de raids qui permettent de supprimer le compte de l'autre, d'utiliser la modération pour faire de la censure par plateforme interposée. Donc,
c'est ça qui est intéressant. Finalement, ils vivent tous les deux, enfin, ces deux camps vivent vraiment les mêmes expériences de censure. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ils me disent aussi beaucoup que les moyens pour, on va dire, faire revenir leur compte, faire revenir leurs vidéos, c'est pas toujours très efficace. On a un manque de SAV dans ces plateformes qui est vraiment flagrant. On va expliquer pourquoi tout à l'heure, mais c'est-à-dire que quand ils envoient des mails, ils ne savent pas qui les lisent. J'ai eu des retours comme quoi c'était des personnes du marketing en France, par exemple, qui recevaient les mails de plaintes. Donc des gens qui sont absolument pas faits pour, dont le travail ne consiste pas justement à traiter ce genre de cas. Les plateformes ayant tellement externalisé en fait leur modération, il y a souvent un problème de dialogue et pour pouvoir remettre un contenu ou un compte ou une vidéo, c'est souvent la croix et la bannière. Il faut passer par des procédures standards. Et souvent, les plateformes ne justifient jamais véritablement leur décision, quoi. Ok, donc ça, c'est vraiment ce qui semble réunir ces deux camps qui pourtant sont à deux extrêmes opposés. Et qu'est-ce qui les distingue alors? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils subissent en termes de régulation qui ne sont pas du même ordre? Bah, je pense que c'est vraiment ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a forcément cette distinction idéologique et sur le type de contenu. Donc on a du côté fachosphère, on a forcément des contenus qui sont souvent beaucoup plus violents, mais eux dénoncent une forme de censure enfin, une forme de censure de la part des plateformes elles-mêmes. Elles pensent que les plateformes laissent par exemple des vidéos de rappeurs qu'ils estiment être très violents, très vulgaires, mais que à côté leur contenu qui est aussi violent et vulgaire et se retrouve comment dire, censuré. Ils m'ont aussi beaucoup parlé de la dissolution des comptes de génération identitaire qui est partie dans cette espèce de purge qu'on a pu voir après la déplatformisation de Trump. Pour eux, c'est aussi une forme de censure, même si on sait très bien que génération identitaire, voilà, c'est des comptes d'extrême droite qui faisaient aussi beaucoup d'appels à la violence, etc. Et de l'autre côté, les comptes qui sont, on va dire, plus féministes, elles, ce qu'elle reproche aussi beaucoup aux plateformes, c'est bon, bien évidemment ce côté un peu puritain, le fait de ne pas pouvoir toujours montrer ce qu'on veut et de parler de tous les sujets qu'on veut, mais aussi une forme de mollesse de réaction, notamment face au harcèlement qu'elles peuvent subir, souvent venant de l'extrême droite, les harcèlements de masse qui ne sont pas forcément bien pris en compte par les plateformes. Alors pour rentrer dans le cœur quand même du sujet, il est déjà 17, David. Ouais, on voit la difficulté de gérer cette masse de commentaires et de contenus. Alors, tu avais distingué 7 outils utilisés en fait par les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux assez vite nous dire quelles sont les solutions mises en place et qui roulent déjà chez la plupart des réseaux sociaux? Alors, la première étape, la plus simple, c'est de sensibiliser sa méthode au cadre juridique d'utilisation du réseau. Donc, tous les réseaux sociaux, toutes les plateformes ont une charte, mais personne ne la lit, on va dire ce qui est. Même moi, je ne les ai jamais lus parce que, en vrai, c'est très chiant à lire, faut dire ce qui est. Et surtout que c'est absolument pas mis en avant par les plateformes. Donc, on pourrait s'inspirer, enfin, elle pourrait s'inspirer du modèle de Flickr qui, elle, avait, plutôt que d'édicter une série d'interdits, défini ce qu'elle attendait vraiment de sa communauté. Elle avait notamment une règle qui était assez marrante qui disait « Ne soyez pas flippant. Vous voyez ce mec-là qui est flippant? Eh bien, ne soyez pas ce mec-là. » Voilà, c'est le genre de choses qu'on pourrait mettre en place de manière assez drôle. On parle évidemment de l'amélioration du système de signalement des utilisateurs, c'est-à-dire que par exemple sur Twitch, ce qui est intéressant, c'est on a un double système. Les streamers peuvent bloquer certains types de propos qu'ils voient dans leur chat, mais on a aussi les spectateurs qui peuvent bloquer les utilisateurs qui semblent être un peu trop nerveux et qui n'ont pas envie de voir, dont ils n'ont pas envie de voir les commentaires. Oui, on voit d'ailleurs que ce système de signalement un peu qui est très actif dans les forums de Facebook, ça marche très très bien, quoi. C'est ça, en fait, quand on fait remonter l'information même aux modérateurs de sous-groupes, là, ça fonctionne quand même mieux. En fait, quand les internautes sont organisés en communauté, ça fonctionne toujours plus facilement que quand on est sur une énorme plateforme avec une gros nombre d'internautes. On a aussi l'UX, donc l'interface utilisateur qui est très importante. On sait que sur Twitter, la personne qui avait créé le système de retweet avait comparé cette fonctionnalité à un flingue donné à un enfant de 4 ans parce qu'elle favorise l'emballement autour d'un tweet qu'on va retweeter comme ça. On parle aussi des intelligences artificielles, des IA. Pour l'instant, elles sont on a beau en faire des pataquès, en fait, ça marche pas concrètement. C'est très basique. Elles peuvent repérer les insultes éventuellement, mais il suffit pour les internautes de changer un astérix ou une petite lettre dans un mot pour que ça passe complètement à l'as. Donc,
en janvier 2021, on se rappelle que Twitter avait admis que leurs outils de machine learning avaient supprimé comptes militants qui avaient posté le message « Comment fait-on pour que les hommes cessent de violer ?» Ce qui prouve que c'est encore aux fraises. On a aussi des formes de surveillance interne, donc qui ne seraient pas seulement externalisées à des boîtes de modération, mais à des personnes qui, on va dire, surveillent non pas seulement les images violentes ou les propos violents qui sont partagés, mais les mouvements et les usages qui sont faits. Facebook, lors d'une interview, m'avait dit qu'ils avaient 20 000 personnes, en plus de leurs modérateurs, qui étaient chargés des questions de sécurité des utilisateurs. Et donc, ça consistait surtout à surveiller des groupes privés, à collaborer avec les forces de l'ordre quand ils présentaient un risque. Et c'était le cas avec les groupes QAnon, qui ont été dénoncés aux autorités quand ils proféraient des menaces, notamment d'utiliser des armes à feu. On a aussi le fact-checking en collaboration avec les journalistes. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis 2017 avec Facebook pour vérifier la véracité d'un contenu, de certains posts, etc. Le problème, c'est que beaucoup de journalistes estiment que c'est une méthode qui n'est pas très fonctionnelle, pas très efficace. Je crois que Libé a arrêté de collaborer d'ailleurs avec Facebook ou Google, je sais plus, il faudrait vérifier. Mais voilà, en tout cas, c'est pas très très efficace. Donc, c'est un peu la petite cuillère pour vider l'océan. C'est ça. Bon, après, ça donne de l'argent aux médias, ce qui n'est pas plus mal non plus. Et enfin, dernière mesure, on a les conseils de surveillance et les possibilités d'appel des internautes qui ont vu leurs posts sanctionnés sur les réseaux sociaux. Alors, depuis 2018, Facebook a permis une espèce de deuxième évaluation et on sait qu'il y a 12% des contenus qui ont été restaurés. TikTok penche sur la mise en place d'un conseil, enfin non, a mis en place un conseil consultatif de sécurité chargé de se pencher sur les questions de modération, de protection des utilisateurs mineurs. Et on a le conseil de décision de Facebook qui, en janvier 2021, avait annulé 4 cas de suppression de postes, dont un Français qui avait été jugé dangereux à l'époque, et qui a depuis renvoyé la balle à Facebook en disant le cas Trump, pour l'instant, on fait un moratoire sur 2 ans. Donc voilà, ils disent des solutions. Donc, on voit, il y a une myriade de solutions et c'est sans doute dans le maillage de toutes ces solutions on doit pouvoir adresser en tout cas une partie du problème. On voit aussi se développer des stratégies de contournement, c'est-à-dire que si les grands réseaux s'organisent, d'autres réseaux apparaissent sur lesquels finalement la modération prend des formes complètement différentes. Je pense à Patreon par exemple. C'est ça, Patreon, c'est un peu un cas particulier parce que c'est une plateforme sur laquelle les abonnés sont payants, mais donc de ce fait, la plateforme permet à ses utilisateurs de poster du contenu érotique, voire carrément pornographique. Je pense que c'est pas au même niveau qu'OnlyFans, hein, faut pas déconner, mais voilà, on a quand même une certaine liberté qui est beaucoup plus rafraîchissante par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir sur Instagram. Et en fait, il n'y a pas que Patreon, il y a aussi, l'un des internautes l'un des youtubeurs d'extrême droite que j'avais interviewé, Psychodélique, je crois, il m'avait dit que lui, en gros, voilà, il avait quasiment abandonné Facebook, Twitter, il y allait vraiment de temps en temps. Par contre, il avait monté un groupe Telegram qui était très actif et sur lequel vraiment là il bombarde tous les jours. On sent qu'on a un repli en fait de certains internautes vers des zones soit qui sont payantes, donc avec un paywall qui permet de se protéger, soit derrière des endroits plus discrets finalement, ce qu'on appelle une sorte de web caché quoi finalement, le dark social. Il y a aussi un cas intéressant qu'on peut citer, c'est Trump finalement qui a ouvert le 4 mai dernier son blog qui était censé être un espèce de nouveau réseau social centré autour de lui, qui s'appelle, je crois, From the Desk of Donald Trump. Le blog a fait, donc, qui était censé repermettre à Donald Trump de s'exprimer enfin sur les réseaux, parce qu'il ne peut plus le faire nulle part finalement, à part sur un blog, et il l'a fermé un mois plus tard parce qu'il n'avait eu que 212 000 engagements. Pour rappel, il avait 88 millions de fidèles sur Twitter, ce qui veut dire que les plateformes sociales comme Twitter, comme Facebook, elles restent quand même les grands carrefours, les grands endroits où on va s'exprimer, où on va parler. On n'a pas trop le choix, finalement. L'audience, elle se trouve ici. Et si on veut pouvoir s'exprimer plus librement, il faudra du coup compter sur une audience beaucoup plus restreinte et forcément plus engagée, mais plus restreinte. Un Trump ne pourra plus compter sur des millions et des millions de fidèles sur son blog. Alors, Marine, toi, tu t'étais intéressée à ces outils qui sont mis en place par des utilisateurs ou en tout cas des personnes extérieures au grand réseau et qui proposent des outils pour essayer de traquer les dérapages et d'éventuellement les modérer.
Est-ce que tu peux nous raconter ça? Oui, bah alors effectivement, donc comme David en a parlé, il y a pour pallier en fait les manquements des grandes plateformes, il y a des individus et qui par la suite du coup créent des entreprises qui vont élaborer en fait des outils de modération dans le but de filtrer ce que les grandes plateformes en fait n'arrivent pas à faire. Donc je voulais parler de l'exemple français de Bodyguard. Donc c'est une application qui a été créée en 2017 par un ancien étudiant en informatique qui s'appelle Charles Cohen. Et alors c'est un outil qui a été en fait assez médiatisé parce qu'il est utilisé par des parlementaires. Il est aussi utilisé par des artistes comme Bilal Hassani qui ont une forte communauté et aussi des commentaires souvent haineux sur ces réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui c'est utilisé par 50 000 utilisateurs. Elle revendique 2,5 millions de contenus qui ont été supprimés. Et alors, la règle que reprend Bodyguard, ça ressemble un petit peu à la règle de la net étiquette dont parlait David en début d'émission, qui est, en fait, on filtre tous les commentaires que vous ne voudriez pas lire ou voir ou entendre dans la vraie vie, enfin, dans la vie IRL, quoi. Et donc, en gros, comment ça fonctionne, c'est que vous téléchargez l'application sur votre téléphone, vous choisissez de la connecter à certains réseaux sociaux, donc ça fonctionne avec Instagram, pardon, Twitter, mais aussi YouTube et Twitch, donc elle fonctionne en fait aussi en live, ce qui peut être intéressant. Et en gros, après, soit vous laissez l'application filtrer automatiquement les commentaires haineux, soit vous pouvez modérer assez finement les paramètres. Donc, il y a un peu moins d'une dizaine de paramètres qu'on peut filtrer. Par exemple, est-ce que vous voulez plutôt vous protéger des moqueries sur votre physique ou plutôt des remarques sexistes ou racistes, sachant aussi que l'application, en fait, s'adapte à votre profil. Si vous êtes une femme, elle va faire plus attention aux remarques sexistes que vous voulez. Et ce que revendique donc son créateur Charles Cohen, c'est de dire qu'en fait, là où les algorithmes des grandes plateformes pêchent, c'est qu'ils prennent pas en considération suffisamment le contexte. Donc, ils vont en fait censurer des insultes, même quand celles-ci, par exemple, se font entre amis et que ça pourrait être une plaisanterie. Mais au contraire, elles vont laisser passer certaines insultes parce qu'elles font pas suffisamment attention à leur contexte. Et donc, Bodyguard dit qu'ils sont plus performants là-dessus. Ils analysent toutes les 15-20 secondes les commentaires et les mentions reçues sur les différents réseaux sociaux. Ils mettent à jour aussi régulièrement leurs algorithmes en supprimant, par exemple, certains mots. Comme là, récemment, ils ont ajouté Covidio, par exemple. On peut décider de filtrer. Voilà. Donc, la deuxième… En sachant que sur la question du Covid, la modération a été très spécifique et très particulière sur l'ensemble des réseaux. Oui, c'est vrai que d'ailleurs, ça faisait partie de… Enfin, c'est aussi un tournant dans la façon dont les réseaux sociaux ont été modérés. Et le deuxième outil dont je voulais rapidement vous parler, qui est un peu similaire, il s'appelle Block Party. On en avait déjà parlé sur l'ADN. Et donc là, c'est un outil qui a été créé aux États-Unis, donc par une ingénieure de la Silicon Valley qui s'appelle Tracy Chou. Et cet outil-là, il fonctionne uniquement avec Twitter. Donc c'est un peu pareil, on peut aussi paramétrer son filtrage des commentaires haineux, avec là l'accent est mis par exemple sur le type de profil qu'on veut exclure. Donc on peut décider par exemple de ne pas voir les commentaires qui sont publiés par des comptes qui ont moins de 100 followers, ce qui permet en fait d'exclure tous les faux comptes, les bots qui vont faire toutes sortes de propagande. Et là, en fait, ils mettent aussi l'accent sur le fait que les commentaires qu'on filtre sont placés dans un dossier qui est verrouillé, qu'on peut choisir de consulter ou de jamais consulter, voire de demander en fait à un ami qui utilise aussi l'application de le consulter à notre place. Donc voilà, ce qui est intéressant en fait avec ces outils, c'est de voir que les fonctionnalités de modération sont finalement en fait reléguées aux utilisateurs qui ont en fait à leur charge. Alors Bodyguard est gratuite, mais Block Party par exemple va devenir payante. Donc ils prennent à leur charge en fait la modération que les grandes plateformes n'arrivent pas à faire. Et donc voilà, ce titre-là c'est assez intéressant aussi de le remarquer. Voilà. Alors il est 12h29, c'est un peu on est un peu en retard, mais nous avons deux réponses de Eric. Bonjour Eric, est-ce que les réseaux sociaux publient des statistiques sur la modération et si oui, sont-elles suffisantes pour comprendre comment le sujet évolue? David, je sais que tu avais peut-être des éléments de réponse là-dessus.
Oui, alors c'est vrai qu'ils ont. Alors je pourrais plus dire pour Facebook et Twitter, mais il me semble. En tout cas, Facebook, je sais qu'ils font des rapports régulièrement sur le nombre de messages modérés. Twitter, je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Je crois que Twitter est vraiment le mauvais élève en termes de modération. Je ne me rappelle pas avoir vu de rapport récemment là-dessus. Mais Twitch, début de l'année, avait publié justement un truc assez complet sur sa politique de modération. Et ils avaient notamment expliqué que 95% de ce qui se passait sur le réseau était passer au filtre de l'automode et de modérateurs actifs. Donc, ça veut dire qu'en gros, ils mettent en avant, parce que c'est aussi l'idée, c'est de faire un peu leur promo, mettent en avant le fait que la parole est surveillée, les cas de problématiques de prise de parole, de violence, etc., sont en général traités. D'ailleurs, ils ont noté une diminution de 70% des signalements liés à des messages directs relevant du harcèlement. Pendant qu'ils ont un nombre d'actions de modération qui est passé de quasiment 800 000 à plus de 1,1 million en l'espace d'un an. Donc ça veut dire que effectivement les plateformes mettent en avant une forme d'effort quoi finalement. Mais je pense que pour l'instant c'est encore un peu récent le sujet sur la modération. Je pense que même si on en parle depuis un bout de temps, il est vraiment mainstream depuis un an à peu près. Et je pense qu'il faudra attendre un petit peu avant de voir des évolutions. Ce qui est intéressant, c'est que sur Twitch, d'abord, c'est une population plus jeune et cette première brique que tu énonçais tout à l'heure dans les 7 solutions de la régulation confiée aux internautes est hyper développée sur une plateforme comme Twitch, où les internautes sont vraiment invités à réguler la parole, qui est en plus hyper présente sur Twitch, puisque les chats sont toujours ouverts au moment des lives. Bah, d'ailleurs, c'est de la modération qui n'est pas sans dérapage d'ailleurs, mais enfin, qui essaye d'être vraiment soutenu par la plateforme, quoi. Bah, ce qui est intéressant avec Twitch, c'est que quand tu es streamer, tu es censé avoir une communauté et aussi des gens qui vont slash travailler, slash faire du travail bénévole pour toi. Et donc, on a souvent des streamers plus importants, plus ils ont des gens de confiance qui vont faire la modération. Donc, ils vont être là pour supprimer les messages qui sont considérés comme étant supprimables, qui vont bannir les gens quand ils ont des comportements odieux. Et ce même truc se retrouve aussi sur TikTok, dans les lives TikTok, toujours un peu de manière un peu artisanale, c'est-à-dire qu'on va confier les rênes de la modération à un ami, quelqu'un qui peut être éventuellement connecté dans la même pièce ou dans une autre ville, et qui va supprimer les messages violents, bannir les gens qui ont un mauvais comportement. Donc effectivement, on est toujours sur ce côté où c'est les internautes et les communautés en elles-mêmes qui prennent en charge cette modération. Oui, peut-être plus efficacement certaines fois que les IA. Dernière question, et il faut y répondre très très vite parce qu'on est déjà en retard. Toujours Eric qui demande si les adolescents qui sont de plus en plus présents sur Internet, est-ce que les applications de contrôle parental s'adaptent à ces messages haineux? Et je trouve qu'il y a plusieurs exemples qu'on évoqués encore ce matin dans la veille, David, avec de la modération sur certaines plateformes qui s'avèrent être complexes. On parlait de Roblox en l'occurrence. Roblox, cette plateforme de jeux gratuits où se trouvent beaucoup de tout jeunes et où on voit que la problématique de la modération prend des formes nouvelles aussi. Oui, c'est-à-dire que Roblox, c'est aussi des plateformes de diffusion de jeux créés par des internautes, et certains jeux sont carrément racistes, nazis, etc. Donc, là, il n'y a quasiment pas de surveillance ni de modération, c'est les enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Mais pour ce qui est du contrôle parental, honnêtement, je pense pas que... c'est possible que ça puisse filtrer certains mots-clés, mais les dynamiques de harcèlement, notamment au sein des lycées et des collèges, il est fait de telle façon que de toute façon, c'est souvent la continuité de quelque chose qui se passe en classe. Les enfants, souvent d'ailleurs, se soustraient déjà de base au contrôle parental. Ils ont des comptes Instagram privés sur lesquels ils vont dialoguer uniquement avec leurs copains, copines, et dans lesquels les parents ne sont pas invités. Donc, en fait, il y a toujours la surveillance parentale, elle est très limitée en fin de compte. À partir du moment où on confie un smartphone à un enfant, il trouvera toujours le moyen de passer entre les lignes de surveillance. Donc, je pense que s'ils se prennent un logiciel type Bodyguard, ça peut les aider, mais malheureusement, quand un adolescent est harcelé sur les réseaux, c'est souvent un coup d'images
de nudes ou de revenge porn, ça peut souvent arriver. Et à ce moment-là, ça dépasse le cadre en fait du réseau social, ça dépasse le cadre de la simple insulte. C'est un harcèlement organisé au sein de l'établissement. Et là, c'est plus seulement du contrôle parental qu'il faut, c'est une intervention humaine, quoi. Oui, je crois qu'il y avait un très bon article du Monde là récemment. Oui, qui est sorti récemment. Qu'on peut peut-être partager. Il est 12h35, nous avons du retard. On était seuls quasiment avec David et on trouve le moyen d'être en retard. Et Marine. Merci à tous les deux, merci à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de Tendance, l'émission. Merci, à très vite, à la semaine prochaine.